souhaite la bienvenue. Je suis Angélique B. Kersley, thérapeute en médecine énergétique. Je suis aussi enseignante, mais avant toute chose, je suis écothérapeute. J'ai depuis quelques années installé dans ma région un centre d'accueil de soins qui s'est étendu au niveau de la toile suite au confinement. À mes temps perdus, je suis aussi chroniqueuse littéraire parce que je lis énormément. Mon parcours est assez simple pour moi, il l'est. J'ai été tout d'abord dans la finance, jeune, puisque je travaillais en faisant mes études. Et c'est un milieu qui m'a beaucoup appris, mais qui m'a aussi beaucoup détruite. Après une dizaine d'années dans ce monde à part du dieu de l'argent, c'est assez particulier. J'ai fait le choix de passer d'experte comptable à étudiante. Je me suis inscrite en psychologie et j'ai suivi le cursus en même temps qu'une thérapie personnelle. Là aussi, j'ai noté, c'était assez curieux pour moi d'être enfermée entre quatre murs pour parler de soi, pour parler de peut-être ses inquiétudes, de ses traumatismes. J'ai toujours été mieux dehors, toujours été mieux avec un carnet et un stylo qu'avec quelque chose de numérique. En soi, quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Je suis à l'aise avec la lecture papier, même si je trouve que c'est très pratique, le numérique, surtout quand on est souvent dehors avec un sac à dos, c'est beaucoup moins lourd. Et puis, aujourd'hui, je suis écothérapeute parce que je reçois mes patients en compagnie des chevaux. Et le cheval nous apprend tellement. Je crois qu'il m'apprendra jusqu'à la fin de mes jours. Et ce podcast, comme vous pouvez le lire très probablement, est le Kersley Academy Project. Soigner l'esprit, guérir la terre. C'est un vaste projet qui n'est plus au stade du projet, mais comme j'ai choisi de commencer à en parler de façon publique, c'est fait puisque je suis enseignante, mais beaucoup plus largement, c'est-à-dire que je ne connais pas forcément tous ceux qui vont écouter ces émissions. Mais une chose est sûre, c'est que plus on est entouré de verdure au quotidien, plus on est protégé de l'apparition de certaines maladies. Et en scientifique, puisque docteur en éthologie, je fais donc partie de la communauté scientifique. Pour moi, ce n'est pas du tout un hasard si on puise toujours dans la nature les substances naturelles qui sont capables de nous soigner. Cette introduction, pourquoi ? Tout simplement pour vous expliquer ce que va vous apporter ces émissions. Je vais aborder des sujets qui vont peut-être vous sembler complètement détachés, mais qui ne le sont pas. Vous y découvrirez des outils pour vous sentir bien au quotidien, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, de la méditation, de l'écriture,
Parce qu'étant très proche de mon environnement naturel, eh bien, j'ai développé peu à peu, sans m'en rendre compte, et j'en ai été la première surprise, une sorte de capacité d'auto-guérison. Cette notion est assez, n'a pas été extrêmement répandue au niveau francophone. C'est resté vraiment au niveau anglo-saxon et je trouve que c'est vraiment dommage. Pourtant, dans son éditorial du magazine Psychologie qui était justement en avril 2010, Jean-Louis Servan-Schreiber disait qu'aujourd'hui, l'écopsychologie est une nécessité. C'est l'année où j'ai quitté aussi ma vie citadine pour venir m'installer en Ardèche, dans un coin très perdu et encore sauvage, où effectivement, oui, je suis encore une fois repartie, je suis allée en Suisse pour un doctorat en éthologie et cognition comparée, qui mettait la psychologie justement face au cheval et à ce qu'il peut nous enseigner. Et depuis, j'ai fait beaucoup de chemin, mais beaucoup parlent d'une émergence qui serait encore face à une urgence, parce que c'est vrai que l'état de la planète nous renvoie à des phénomènes climatiques assez inhabituels. Alors inhabituels, je suis pas tout à fait d'accord, mais par contre qui sont de plus en plus fréquents. Il y a des abeilles qui disparaissent, les sols qui s'érodent, les ressources naturelles qui s'épuisent, et ça c'est quelque chose, en tant qu'éthologue, que je ne peux pas nier. Je l'observe dans mon quotidien. La Terre effectivement a mal, et si la Terre a mal, nous avons mal avec elle, parce que nous faisons partie de cet environnement, de cette biodiversité. Curieusement, j'ai remarqué aussi que beaucoup continuent à vivre et à penser quasiment comme avant. Même avec l'avancée de tout ce qui se fait, c'est pas comme avant. Je dirais que pour l'environnement, c'est pire en pire. Et ce que les politiques appellent la crise écologique, pour moi, c'est pas une crise au sens habituel du terme. C'est plus la manifestation d'une mutation. Parce qu'il y a quand même une énorme altération de notre rapport à la nature, et justement, plus la technologie avance, plus rares sont les vacanciers sur les chemins de randonnée. Donc il y a une sorte de... Moi je parle toujours d'ancrage dans ma pratique, l'ancrage, d'être relié à la terre. Alors pour certains, on va parler d'effondrement, d'autres s'inquiètent aussi pour la vie de leurs enfants, leurs petits-enfants, qui seraient en péril, les écosystèmes. Et je vais citer une psychothérapeute qui écrivait que peut-être que justement l'un des aspects les plus stimulants de ce temps de bouleversement planétaire, c'est de nous confronter avec force à des questions profondes sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Je crois que j'ai appuyé ma pratique et mes activités sur ce qui résume à mon sens ce que nous sommes devenus. Alors qu'allez-vous pouvoir découvrir, apprendre, juste simplement être renseigné,
Aujourd'hui, on peut choisir entre 3 histoires. Il y a ceux qui clament que la Terre révèle l'impasse de notre mode de développement, donc qui est fondé sur l'illusion d'une croissance matérielle illimitée, qui se heurte aujourd'hui aux limites de la planète, de l'être humain. Ce seuil évolutionnaire interroge non seulement nos comportements, ça c'est sûr, mais aussi les fondements même de notre existence en tant qu'espèce individu. Donc, nous pouvons effectivement poursuivre la marche ordinaire des affaires. Ça s'appelle pour moi le déni, l'aveuglement, la fuite en avant. Et c'est un peu l'idée que l'être humain, avec son magnifique génie technologique, finira par trouver une solution. Pour d'autres, alors ils appellent ça, c'est un mot qui est superbe, la grande désagrégation. Alors ce qui domine, c'est la lucidité sur les dévastations en cours, avec pour conséquence des sentiments très répandus aujourd'hui, l'impuissance, la peur, le découragement et voire le désespoir. Et puis, il y a ce que j'ai fait d'ailleurs, qui est le changement de cap. C'est la voie de l'espérance en mouvement, parce que sinon on ne fait plus rien, on attend. Il y a un engagement sur le plan collectif et personnel pour la transition, mais vers une civilisation qui soutient la vie au lieu de la détruire. Et il va y avoir beaucoup d'émissions qui sont des textes que j'ai écrits, qui sont fondés sur des relations qui sont réharmonisées entre l'être humain et les autres, l'humain et le non-humain. Je partage en fait avec vous ma thèse sur ce sujet-là. Je n'ai pas souhaité la publier et j'ai préféré la mettre à disposition. Et là, évidemment, on pose une question fondamentale, puisque il va falloir avoir une vision assez claire de nous-mêmes et de la situation. En toute sincérité, je vais être très sincère, c'est vrai que moi, dans quelle histoire je me situe, dans quelle histoire est-ce que j'ai le désir d'être? Je vous donnerai des réponses aux questions. Je parlerai de mes choix personnels, j'en ai déjà un petit peu parlé, et puis de ce que je fais pour peut-être influer l'avenir, donc le nôtre, celui de la Terre, celui des générations futures. Je ne dis pas que j'ai raison, tort. C'est quelque chose, justement, quand je parle de soigner l'esprit pour guérir la Terre, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a le changement de paradigme aussi, évidemment. Il y a une contre-culture des 60s et cristallisée comme mouvement. Au début des années 90 aux États-Unis, que j'ai suivi parce que ça m'intéressait, donc qui s'est appelé l'éco-psychologie. C'est pas une solution, mais c'est pas du tout une solution au problème écologique en tant que tel, c'est juste une contribution à la réalisation du changement de cap. Ma conviction et la conviction des auteurs anglo-saxons, c'est que pour opérer une transition comme ça, les normes internationales, les lois, les chartes éthiques, les technologies vertes, les éco-gestes au quotidien, ça suffit pas. Les désordres qui sont écosystémiques sont aussi le reflet des déséquilibres intérieurs à l'être humain. Et qu'avant de vouloir tout bouleverser, eh bien, il y a une composante psychologique qui doit être prise en compte. Peu à peu, vous allez découvrir le fil de mes formations qui ne sont pas terminées. Parce qu'il y a eu une réflexion qui a été un peu lente. Je me suis trouvée très très lente dans ma réflexion. Mais
parfois mieux vaut être lent et le faire. Parce que l'éco-psychologie, quand je l'ai découvert lors de mes études, elle se résume un peu, c'est une introduction, hein, donc elle va se résumer en 3 propositions. On dit qu'il existe un lien ontologique, donc ancré jusque dans notre être intérieur, entre justement l'être humain et la nature. Il y a aussi l'oubli, l'ignorance, la destruction de ce lien qui conduit à des souffrances et à des déséquilibres, tant pour la Terre, s'il y a les dégradations écologiques, mais en fait, moi, quand je recevais les patients, je sentais qu'il y avait aussi l'aliénation, le mal-être, les angoisses de l'être humain. Et que l'être humain doit effectivement soigner, devenir lui-même, ou redevenir lui-même. Parce que dans ma pratique, en fonction de la demande, l'éco-psychologie propose de restaurer en profondeur ce lien entre l'être humain et la nature. C'est vraiment la clé pour guérir la terre et soigner notre âme, la santé, le bien-être des humains et du reste de la nature. Enfin, c'est indissociable. Pour moi, c'est indissociable, puisque la nature nous apporte la nourriture, nous apporte l'air que l'on respire, nous apporte l'eau que l'on boit. Alors, on ne peut pas dissocier. Et puis l'homme, étant éthologue, je vous dirais franchement que l'homme est un animal aussi. Nous sommes des mammifères. C'est vraiment... ce mouvement a réuni la sensibilité des thérapeutes. Et puis, il y avait l'expertise des écologistes. Il y avait une énergie éthique aussi de certains activistes de l'environnement. Et puis, une sorte d'étude. Mais c'est pas vraiment une étude, c'est une réflexion faite par des philosophes, des psychologues. Et on en est arrivé à se dire que nous avions à accomplir 4 tâches. C'est pas beaucoup, 4. Parce qu'en fin de compte, nous sommes, alors en France, peu nombreux, mais je travaille avec mes confrères d'autres pays. Dans la pratique, nous avons offert des pistes qui au départ étaient très théoriques, mais qui sont devenues pratiques pour reconnecter en profondeur de tout ce que nous sommes à cette toile de la vie. Et la tâche philosophique pour changer notre vision de la nature, lui redonner une âme et définir la juste place de l'être humain au sein de la toile de la vie, ça fait partie de ces tâches. Et puis il y avait la tâche de la psychologie, bien sûr, pour parler et pour passer du moi égocentré au soi éco-centré, en réintégrant la nature dans la psyché humaine, en retrouvant l'enracinement de cette dernière dans la relation à la terre. Et c'est ce qui m'a poussée à ne plus consulter dans un cabinet. En France, du coup, je n'exerce pas en qualité de psychologue, puisque psychologue, c'est dans un cabinet en France. J'exerce en extérieur. Alors, il y a un petit dôme, c'est plutôt sympathique. Et quelle que soit la demande, j'exerce principalement, autant que possible, en extérieur. Et on en reparlera. Il y a aussi la tâche, bien sûr, pratique, qui devrait offrir des ressources éducatives, sensorielles, thérapeutiques, qui permettent aux personnes de métamorphoser leurs émotions, de retisser des liens profonds avec la nature, mais aussi avec les autres humains et avec elles-mêmes. Et ça, c'est pas forcément en cours, puisque les confinements nous ont, je crois, ont achevé le déracinement.
pour moi, c'est quelque chose de très dramatique dans l'histoire de notre planète. Mais ensuite, puisqu'on parle des tâches, il y a une tâche critique qui est là pour contribuer à la construction d'une société qui soit écologique, mais en créant les conditions intérieures aussi d'une transformation des comportements, des structures socio-économiques. C'est pas les clés de ce qu'on appelle l'éco-psychologie. Bon, comme vous savez, il faut toujours donner un nom à tout, donc ça va définir la singularité. Ça réside surtout dans l'interdépendance et l'articulation de ces 4 tâches. Ça s'oppose absolument pas à la réflexion, à l'action, à la recherche scientifique, à l'engagement sociopolitique non plus. Mais tous ces acteurs devraient s'enrichir mutuellement. Et donc toutes ces dimensions sont, à mon sens, nécessaires pour donner vie et chair à ce qui a fait l'émergence de l'éco-psychologie, c'est-à-dire éclairer ce défi écologique d'une manière qui soit radicalement nouvelle, en nous invitant à voir, à vivre, à agir autrement, avec davantage de responsabilité, et donc de transformer ce temps de la fin en un recommencement. Je suis quelqu'un d'objectif et pour moi, rien n'est perdu, mais j'étais déjà, en tant que psychothérapeute, en tant que psychologue, j'engageais et j'engage toujours mes patients à prendre leur vie, leur santé en charge, d'être responsable de soi et de s'occuper de soi. Il n'est pas question de juger les autres, ni de faire de la politique, ni quoi que ce soit, parce que justement je crois que c'est ce qui noie un peu tout ça. Il y a beaucoup d'opinions et finalement peu de connaissances, et ça nous enlise. Pour moi, aller à l'essentiel, ça c'est bien. Alors évidemment, dans tous ces podcasts, je vais reprendre de façon synthétique et puis je vais essayer de l'actualiser pour développer le fondement de le titre de ces émissions qui est Soigner l'esprit, guérir la terre. Ça reste quand même davantage qu'un résumé, parce que je vais préciser certains concepts qui offrent des compléments, qui sont importants à mon avis, des apports dans le domaine francophone, parce qu'il n'y en a pas énormément, et je propose aussi des exercices pratiques. Alors jusqu'à présent, je les avais proposés uniquement en présentiel. J'ai découvert, en fait on m'a beaucoup contacté après le confinement en France. Beaucoup de citadins avaient souffert de cet enfermement et j'ai eu énormément de demandes. Et plutôt que de faire déplacer les personnes, je fais des stages. Mais par contre, j'ai regardé comment je pouvais utiliser de façon utile le matériel à ma disposition. Du coup, vous allez découvrir des compléments, je pense, parce que le champ de l'éco-psychologie, qui est vaste, qui est pluriel, il n'est pas délimité en réalité, mais pourtant il est structuré quand même par une force que nous, écothérapeutes, tentons de mettre en relief. Sa nouveauté, sa dimension transdisciplinaire, les approches variées aussi de ses contributeurs fait que l'éco-psychologie, malheureusement, est traversée de nombreux débats. Alors j'en parlerai un petit peu, mais je suis pas là du tout pour faire
pour remplacer ce qui est déjà fait. Donc pas de catéchisme, pas de... Certains éco-psychologues aussi ne vont pas cacher leur sensibilité spirituelle. Il y en a énormément qui se sont tournés vers l'animisme. Il y a beaucoup de bouddhistes, vous remarquerez, même dans les psychiatres que nous connaissons bien en France. Ils se sont tournés vers le bouddhisme. Ça peut sembler, pour nous, Européens, ça peut sembler une voie peut-être plus ouverte à la nature. Bon, alors étant donné que je ne juge pas, je crois que justement le fait de, si ces personnes se sentent bien dans le bouddhisme, ils vont soigner leur esprit. Et c'est ce qui m'importe. Moi, je ne dirige pas vers quelque chose qui soit à ce point, parce que le bouddhisme reste une religion. Et je suis plus dans la spiritualité de l'énergétique. Parce que j'ai commencé à étudier aussi tout ce qui était... pour moi aujourd'hui, être en bonne santé, c'est être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale et être en bonne santé énergétique. Quand on dit à quelqu'un « j'ai pas d'énergie pour faire ça », c'est bien... les mots ne sont en général pas liés au hasard et méritent réflexion. Je me suis donc ouverte aussi à cette réflexion et malheureusement c'est vrai que si les frontières sont trop ténues entre le psychique et le spirituel, on peut s'ouvrir aussi sur l'éco-spiritualité. Je crois que les deux voies ne doivent pas être confondues, qu'après elles peuvent être complémentaires. La relation terre-homme explorée dans ses profondeurs intérieures par l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité, ajoute de manière explicite la relation aussi avec le ciel, avec le mystère, avec peut-être un autre ordre de réalité qui nous dépasse. Certains vont l'appeler le sacré, le divin. Eh bien, il est très possible d'en faire l'expérience avec la nature. N'oubliez pas que ceux qu'on nomme les peuples premiers n'avaient pour déité que la terre-mère, les arbres, ne connaissant pas, ils pensaient aussi que leur Dieu les punissait quand il y avait des catastrophes. Moi, j'y ai réfléchi et je me suis dit que, effectivement, cette pensée à cette époque était peut-être simpliste, mais aujourd'hui, il y a des endroits où il y a des inondations, d'autres endroits où il n'y a pas d'eau. Moi, j'habite dans une région qui avant était très verte et qui aujourd'hui est asséchée à un point, ça devient vraiment dramatique. Il y a un changement, vraiment, et qui doit se faire au niveau de l'être humain. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il fasse. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre la responsabilité de vous-même. Vous verrez que mes ateliers sont ouverts sur plusieurs pratiques. Alors c'est vrai que je suis depuis très longtemps passée à... D'ailleurs, je crois que dès que j'ai su tenir un stylo, j'ai eu un carnet et que j'ai toujours écrit ou dessiné. La page et le stylo sont pour moi très importants. Donc je parlerai évidemment d'écriture, mais je vous parlerai aussi d'activité physique, pas dans le sens où je ne suis pas coach sportif, non, dans le sens plutôt de la marche, parce que la marche guérit, la marche dans la nature. La méditation, bien sûr, vous allez voir que la méditation a aussi son importance. Et puis pour le reste, je vous retrouve dans les épisodes qui vont suivre. En tout cas, je suis aussi bénévole pour une association qui s'appelle la Maison Écologique, qui est des Crins du Barde, qui s'occupe du soin à la terre et
qui entretient des espaces naturels sensibles sans matériel motorisé. C'est vrai qu'en ce moment, sur mon temps libre, je débroussaille le terrain d'accueil avec une faux et avec les chevaux, justement pour veiller à ne pas détruire ce qui reste de biodiversité et à la restaurer. Je m'occupe aussi dans cette association au sens large de soins aux personnes et aux animaux. J'organise des ateliers, des groupes de lecture, des cercles de femmes, pas mal de choses, parce que pour moi, dans le fait de soigner l'esprit, chacun doit trouver sa place. Il n'y a pas une méthode. Mais là, vous allez retrouver mon cœur. C'est vrai que pour moi, la compréhension des êtres humains et de l'environnement passe par le cheval. Ce cheval qui est très proche de l'homme, qui est nomade, qui n'est pas prédateur, qui justement se déplace pour ne pas nuire à un seul endroit. C'est un animal qui est assez formidable. Ils sont 3 à m'accompagner aujourd'hui. Ils étaient à l'état sauvage et je leur ai laissé cet instinct. Et pourtant, ils se sont beaucoup rapprochés de moi. On a du mal à les voir sauvages. Mais n'empêche qu'ils m'apprennent énormément. Moi, je peux vous dire que même si au départ, il y a eu une grosse cassure entre ma vie d'avant et celle que je vis aujourd'hui, ces animaux m'ont aidé à surmonter les difficultés que j'avais à m'adapter. Ils m'ont aidé aussi à me recentrer. Ils m'ont aussi énormément aidé à être réellement moi-même. Parce que je crois qu'on vit dans un monde où c'est difficile d'être soi sans être jugé. Et c'est vrai que le cheval en particulier, j'ai toujours vécu avec des animaux. Alors pourquoi le cheval ? En réalité, je me suis rendu compte dans l'étude de la médecine quantique que le cheval est un animal qui canalise l'énergie. Et c'est un animal qui nous donne une météo presque de ce que nous sommes, de ce qui les entoure. Et je vous le ferai découvrir aussi. C'est mon but. J'espère que vous serez très nombreux à écouter mes émissions. Il s'accompagne aussi d'articles rédigés sur un site, blog. Donc si ça vous intéresse, vous avez aussi. Et puis il y a des petits ateliers qui sont faits donc en présentiel et qui sont retransmis que je fais. Enfin, je peux pas le faire en live parce qu'en fait, je n'ai pas ni électricité ni réseau sur mes terrains. Donc, mais par contre, qui sont filmés et qui sont retransmis sous forme ensuite d'ateliers avec à l'appui un live avec moi. J'espère apporter mon petit grain de sable dans cet édifice et puis aider vraiment à soigner l'esprit et à guérir la terre. Je vous dis à très bientôt.